3000 mètres sous la mer. À cette profondeur où la lumière du soleil s'est éteinte depuis longtemps, l'obscurité devient presque une matière dense. Là-bas, un prédateur est en train de se déplacer. Le Ao n'est pas simplement noir, c'est une immense chambre de pression où la force de l'océan peut broyer les os humains en fragments. La pression écrase de tous les côtés, le froid pénétrant pourrait faire cesser le cœur humain en quelques minutes. Et dans cette profondeur qui semble infinie, un cachalot vient de détecter un léger mouvement dans l'obscurité. Le rythme cardiaque ralentit. De 60 battements par minute à la surface, il descend maintenant à environ 10. Son corps commence à éteindre toutes les fonctions non essentielles. L'oxygène est dirigé vers le cerveau et les muscles puissants qui se préparent à l'attaque. Il retient son souffle depuis près de 40 minutes dans l'obscurité glaciale de l'océan profond. Puis, il lance l'assaut. Un clic de chasse éclate dans l'eau. Le son est si puissant que, à courte distance, le tympan pourrait se rompre immédiatement. Les clics résonnent les uns après les autres, traversant l'obscurité épaisse de l'océan comme des coups de feu tirés dans l'eau. La baleine est en train de balayer l'espace autour d'elle. Elle construit couche après couche des images invisibles dans l'eau, assemblant peu à peu une carte en 3D de la créature géante qui se déplace dans les profondeurs. Et puis le signal revient. Un corps gigantesque glisse dans l'abîme. De longs tentacules s'étendent, chacun plus long qu'un bus. À leur surface, des ventouses bordées de crochets tranchants, comme de petites lames disposées en cercle. Le plus grand invertébré ayant jamais vécu dans l'océan. Un calmar géant. La plupart de la vie sur Terre existe sous la lumière du soleil. Mais le cachalot appartient à un monde complètement différent. Un monde qui s'étend sur des kilomètres sous la surface de la mer, où l'obscurité est presque totale. Là-bas, la pression est assez forte pour déformer le métal, et la lumière du soleil n'y est jamais parvenue. C'est dans cet univers profond que le cachalot passe la plus grande partie de sa vie. Ce qui rend cet animal si particulier ne tient pas seulement à sa taille géante, à son cerveau, le plus grand du règne animal, ni à sa force impressionnante. La chose vraiment étonnante, c'est que, même en vivant sur la même planète, les humains savent encore très peu de choses sur eux. Avec une taille presque celle d'un avion, le cachalot devrait être l'un des animaux les plus faciles à reconnaître sur la planète. Pourtant, le paradoxe est qu'il est presque invisible. La plus grande partie de sa vie se déroule hors de portée des humains. Plus de 70% du temps est passé dans les profondeurs, là où la pression est si forte que même nos sous-marins ont du mal à y rester longtemps. Là-bas, presque personne n'a jamais vu de ses yeux ce qui s'y passe réellement. C'est pourquoi la manière dont nous les comprenons est aussi totalement différente. Nous étudions les lions ou les tigres en les observant chasser. Nous suivons les requins lorsqu'ils nagent dans l'océan. Mais pour le cachalot, ce que les scientifiques possèdent ne sont que des indices indirects, des signaux sonars venus des profondeurs, d'étranges cicatrices sur la peau ou des sons résonnant dans l'obscurité. Autrement dit, nous n'observons pas vraiment les cachalots. Nous essayons de reconstruire leur histoire à partir de très petits fragments de preuves. Même les choses les plus basiques restent encore des questions. Les scientifiques ne savent toujours pas exactement quand ils décident de plonger en profondeur, combien de temps ils se reposent, ni comment ils peuvent s'orienter dans un océan presque infini. Parfois, on observe une scène étrange. Tout un groupe de cachalots se tient vertical dans le Ao, presque immobile, comme de grandes colonnes grises suspendues dans l'océan. C'est ainsi qu'ils dorment. Et jusqu'à aujourd'hui, personne ne sait vraiment pourquoi ils dorment de cette manière. Ce mystère apparaît encore plus clairement dans la façon dont ils communiquent. Les cachalots ne parlent pas comme nous en avons l'habitude. Ils produisent des séries de clics courts, répétés selon différents rythmes. Les scientifiques appellent ces séquences sonores des codas. À première écoute, cela ressemble simplement à des coups dans le haut.
Mais en l'analysant de plus près, les chercheurs ont découvert que chaque groupe de cachalots utilise des rythmes différents. Certains scientifiques pensent même qu'il pourrait s'agir de dialectes propres à chaque région ou peut-être d'une forme primitive d'un système de langage. Imaginez une espèce possédant un cerveau bien plus grand que celui des humains, vivant la majeure partie de sa vie dans un monde sombre et profond que nous avons à peine vu. Et ils communiquent entre eux avec un système de sons que les humains n'ont toujours pas réussi à déchiffrer. Parfois, l'océan profond offre aux humains un instant rare. Et un seul moment comme celui-ci suffit à changer la façon dont nous voyons cet animal. Quelques plongeurs ont raconté des rencontres presque irréelles. Au milieu de l'EE immense, vous n'êtes qu'un corps minuscule qui dérive en silence. Puis, depuis le bleu profond de l'océan, une ombre géante apparaît lentement et s'approche. Puis les clics résonnent. Le son n'est pas violent, mais grave et régulier, comme s'il était calculé avec soin. La baleine utilise des ondes sonores pour explorer. Les impulsions traversent votre corps, puis reviennent en écho, emportant des informations du torse, des poumons et de chaque petit battement de cœur. En un instant, elle vous a déjà vu d'une manière que les yeux ne peuvent pas, puis elle s'arrête. Il reste simplement là, en silence, en train d'observer. Parfois, il incline légèrement son corps pour capter des signaux de retour plus clairs. Parfois, il nage lentement en cercle autour de vous, émettant des séries de clics qui ressemblent presque à une conversation. On dirait qu'ils sont en train de répondre. Ce n'est pas une coïncidence. Ce sont de véritables rencontres. Le cachalot possède un cerveau plusieurs fois plus grand que celui des humains. À l'intérieur se trouvent donc des structures nerveuses liées aux émotions, aux liens sociaux et à la communication. Et elles existent depuis longtemps avant l'apparition des humains. Mais ce qui surprend encore plus de personnes, c'est que les humains les ont chassés pendant des siècles. Nous les avons même tués au point de les mener presque à l'extinction. Et pourtant, quand les humains entrent dans leur océan, petit et sans défense, ils ne fuient pas et ils n'attaquent pas. Ils reviennent, ils observent, comme s'ils essayaient de comprendre la créature étrange devant eux. Ces géants, assez puissants pour tuer un humain, choisissent pourtant de se connecter. Et dans cet instant, nous réalisons quelque chose de vraiment étonnant. Peut-être que nous sommes face à une autre forme d'intelligence de la Terre, un esprit qui essaie d'atteindre le nôtre. Pendant des siècles, le cachalot n'est apparu aux yeux des humains qu'à travers des fragments déformés à la surface de la mer. Une présence étrange et effrayante. Avant de devenir un sujet pour la science, ils étaient des léviathans, des dieux destructeurs dans la foi des anciens marins. Certains croyaient même qu'il s'agissait du kraken, le monstre des légendes, surgissant des profondeurs pour entraîner tout un navire vers le fond de l'océan. En réalité, il n'est pas difficile de comprendre pourquoi ils pensaient ainsi. Face à une forteresse vivante de 15 mètres surgissant des profondeurs, expulsant un nuage de vapeur chargé de l'odeur de l'abîme, toute logique sur les mammifères disparaît. À la place surgit une expérience presque spirituelle, pleine de terreur, la rencontre entre l'humain minuscule et les ombres géantes, encore inexpliquées, de cette planète. Imaginez que vous vous tenez sur le pont d'un navire en bois, au milieu de l'Atlantique couvert de brume. Depuis les profondeurs de la mer, des coups réguliers résonnent, faisant vibrer toute la coque comme si une créature géante essayait de briser le bois pour entraîner tout le monde vers l'abîme. Dans l'obscurité, on ne peut penser qu'à des esprits ou à des monstres, sans savoir qu'il s'agit en réalité des impulsions sonores puissantes utilisées par le cachalot pour communiquer. Mais la vérité la plus terrifiante se trouve dans les cicatrices. Lorsque les chasses ont commencé, les humains sont restés stupéfaits devant ces marques rondes pouvant atteindre 30 cm, couvrant la tête et le corps des baleines, entourées de coupes profondes. Si un géant comme le cachalot porte déjà autant de blessures, alors contre quel monstre se bat-il dans les profondeurs? Et c'est ainsi qu'est née la légende du calmar géant. Non pas de l'imagination, mais comme un acte écrit dans le sang, gravé directement sur la peau du plus grand prédateur de l'océan.
Cette peur diffuse s'est transformée en une tragédie sanglante en 1820 lorsque le navire baleinier Essex fut percuté par un cachalot géant au milieu du Pacifique. Ce n'était pas une collision accidentelle, mais une attaque délibérée. 2 chocs frontaux, pleins de fureur, ont déchiré la coque de bois, envoyant le navire vers le fond de l'océan. Les survivants ont ensuite traversé un véritable enfer. Pendant des mois, ils ont dérivé sur de petites barques de sauvetage, contraints d'en venir au cannibalisme pour survivre. Dans leur mémoire, l'agresseur n'était pas un animal sans esprit, mais une entité dotée de raison, portée par une colère et une volonté de vengeance implacable. 30 ANS plus tard, ces récits troublants ont inspiré Herman Melville à écrire le chef-d'œuvre Moby Dick. Ainsi, la baleine géante n'a jamais été une simple fiction. Elle était une peur à laquelle on avait donné un nom. C'était la peur d'une puissance supérieure vivant dans un monde profond que les humains ne peuvent pas atteindre, mais qui pourrait, à tout moment, surgir et briser notre orgueil. La peur de l'océan n'a jamais pu arrêter la soif de profit des humains. Au XVIIIe siècle, le cachalot porta malgré lui la malédiction de la valeur. Caché dans son crâne géant se trouve le spermacétie, une sorte d'or liquide, d'une pureté presque incroyable, sans fumée, sans odeur, et qui ne gèle presque jamais dans le froid de l'hiver. Cette huile est devenue le sang qui lubrifiait les engrenages de la révolution industrielle, éclairant les villes qui ne dorment jamais. Pour cette lumière de la civilisation, les humains ont transformé l'océan en une conquête sanglante. Depuis les ports froids de New England, les navires baleiniers quittaient la terre et disparaissaient dans l'océan pendant des mois, parfois même des années. Chaque jour sur le pont, une seule mission: fixer l'horizon à la recherche d'un mince jet de vapeur surgissant de la mer. Quand cette vapeur apparaissait à peine au loin, le silence de l'océan était déchiré par le harpon qui se plantait dans la chair. La mer bleue se couvrait vite de sangue, devenant un abattoir à ciel ouvert, où les géants expulsaient des jets de sang épais au lieu de respirer. Sous l'eau, les appels sourds du groupe n'étaient en plus un langage, mais des signaux de détresse qui portaient sur des kilomètres. Les cachalots ont commencé à apprendre la peur. Ils savaient fuir, protéger leurs petits avec leur corps, et parfois briser le bois des bateaux dans une colère finale. Mais tous les instincts de survie étaient inutiles face aux harpoons d'acier et aux moteurs à vapeur. Ils ne mouraient pas parce qu'ils étaient faibles. Ils mouraient parce que leur tête contenait cet or liquide que les humains désiraient tant. Au milieu du XIXe siècle, l'océan devint un immense chantier pour les flottes venues des États-Unis, de Grande-Bretagne et du Japon. Le seul objectif, le cachalot. Les conséquences furent immédiates. Des mers autrefois pleines des appels des groupes ne restaient trop plus que des surfaces silencieuses. Cet effondrement était presque inévitable à cause d'un paradoxe biologique. Alors que les humains tuaient des milliers d'animaux chaque année, le cachalot avait besoin de presque une décennie pour atteindre la maturité et de plus de 5 ans entre chaque naissance. Avec une gestation d'environ 15 mois et un seul petit à la fois, la reproduction naturelle ne pouvait tout simplement pas suivre le rythme de la chasse industrielle. On estime que plus d'1 million d'individus ont été anéantis, provoquant une rupture de la diversité génétique et la disparition de nombreuses populations locales. Ce n'est qu'en 1986, lorsque l'interdiction mondiale de la chasse est entrée en vigueur, que le sang de cette espèce a cessé de couler. C'était un sauvetage tardif, juste assez pour les éloigner du bord de l'extinction, mais jamais suffisant pour restaurer leur âge d'or d'autrefois. Ils ont survécu, mais avec une cicatrice permanente dans l'histoire de leur espèce. Pour comprendre vraiment quel animal est le cachalot, il faut d'abord regarder vers l'endroit où il passe la plus grande partie de sa vie, l'océan profond. À plus de 3 km de profondeur, la pression de l'eau peut être environ 300 fois plus élevée qu'à la surface de la mer. Une telle force suffit à déformer le métal, écraser de nombreux objets et même faire exploser un sous-marin si sa structure n'est pas parfaite.
Et pourtant, le cachalot accomplit ses voyages des dizaines de fois chaque jour. Il peut retenir sa respiration plus d'1 heure, traverser l'obscurité pour chasser, puis revenir à la surface comme si les lois de la physique n'existaient pas. En théorie, un animal d'une telle taille ne devrait pas pouvoir survivre à de telles conditions. Mais le cachalot est une exception de la nature. Chaque détail de son corps, de la structure des os à la composition du sang, n'est pas seulement un organe biologique, mais une solution ingénieuse à des défis mortels des profondeurs de l'océan. La tête massive, longue de près de 9 mètres, est comme un canon sonar parmi les plus perfectionnés de la planète. Elle est remplie d'environ 1 tonne de spermacétie, une substance qui agit comme une lentille acoustique. Le fonctionnement est d'une précision remarquable. Des impulsions sonores naissent au fond de la cavité nasale, traversent cette masse de spermacétie, puis sont concentrées en un faisceau dirigé extrêmement puissant, projeté droit vers l'avant. Le résultat, ce sont des clics pouvant atteindre environ 230 décibels. Imaginez, un moteur à réaction, même à pleine puissance, atteint à peine 150 décibels. Mais sur une échelle logarithmique, les clics du cachalot transportent une énergie des milliers de fois plus élevée. Cette puissance ne sert pas seulement à entendre, elle peut être ressentie dans les muscles et jusque dans les os. Des plongeurs ayant vécu des rencontres proches racontent que chaque impulsion traverse leur poitrine comme un véritable coup physique. Une force capable de paralyser une proie par la seule pression. Regardez le corps du cachalot. Il ne supporte pas la profondeur. Il est conçu pour elle. Lorsqu'il commence à plonger, ses poumons se compriment volontairement, bloquant le risque que l'azote se dissolve dans le sang, ce qui peut tuer un plongeur humain. Sa cage thoracique n'est pas rigide, mais flexible, se contractant sous la pression au lieu de se briser. En même temps, un sang riche en hémoglobine et des muscles remplis de myoglobine transforment tout son corps en une sorte de réservoir d'oxygène vivant, lui permettant de maintenir son énergie sans dépendre de l'air contenu dans ses poumons. Mais la véritable clé réside dans la façon dont ils contrôlent leur propre corps. Lors des plongées profondes, le rythme cardiaque chute fortement, le sang est dirigé en priorité vers le cerveau et les organes vitaux, tandis que le reste est presque mis en pause. Ce n'est pas un simple réflexe, c'est un mécanisme de survie poussé à son extrême. Et puis, il y a le cerveau, non seulement le plus grand sur Terre, mais aussi reconfiguré pour survivre dans une obscurité totale. Les zones dédiées au traitement du son sont particulièrement développées, permettant au cachalot de se repérer, de communiquer et de chasser dans un espace 3D où la lumière ne peut pas atteindre. Mais vivre dans l'obscurité de l'océan ne nécessite pas seulement un corps parfait, mais aussi de l'intelligence. Le cachalot n'émet pas des clics uniquement pour chasser. Il utilise ses sons pour communiquer. Ces séquences de clics, appelées codas, fonctionnent comme une forme de code. Chaque rythme, chaque pause possède une structure précise, reconnaissable à des kilomètres de distance. Ce qui est remarquable, c'est que chaque groupe de cachalots possède sa propre voix. Les groupes vivant dans des régions différentes développent des modèles de codas distincts, comme une signature sonore pour reconnaître les leurs. Et cela n'est pas un simple instinct. Les petits doivent apprendre, écouter et s'entraîner pour parler la langue de leur groupe. C'est cela, la culture. Mais cela ne s'arrête pas là. Certaines études suggèrent que les codas ne sont pas de simples signaux, mais pourraient en posséder une structure proche d'un langage, où des séquences de sons sont organisées selon des règles pour créer du sens. Si cela est vrai, alors le cachalot ne fait pas que communiquer. Il est en train de réellement parler dans l'obscurité de l'océan. Un cachalot ne se contente pas d'exister dans l'océan, il influence tout ce système. Ils vivent entre deux mondes, plongeant à des milliers de mètres pour chasser, puis revenant à la surface pour respirer, se reposer et élever leurs petits. Les groupes de cachalots ne se déplacent pas au hasard. Ils suivent des routes mémorisées sur plusieurs générations, guidés par les femelles les plus âgées, comme une carte vivante de l'océan, transmise de génération en génération. Il y a une chose que personne n'avait vraiment imaginée. Le cachalot fertilise en réalité l'océan.
À chaque plongée, puis remontée à la surface, il transporte des nutriments depuis les profondeurs, notamment du fer, vers les œufs hauts de surface. Là, le plancton se développe. Base de la chaîne alimentaire et source d'une grande partie de l'oxygène de la Terre. Cet effet est discret, mais immense. Un seul individu peut favoriser une absorption de carbone comparable à celle de milliers d'arbres. Un groupe entier peut influencer un écosystème. À plus grande échelle, il touche même au climat. Le cachalot ne vit pas seulement dans l'océan. Il fait partie de la façon dont l'océan fonctionne. C'est ce qui place le cachalot au-delà de toute comparaison. Non pas parce qu'il est le plus grand, mais parce qu'il atteint des limites que la plupart des formes de vie ne peuvent même pas approcher. Et peut-être que la chose la plus frappante est la suivante. Alors que l'homme tente encore d'explorer l'océan, le cachalot le maîtrise depuis bien longtemps